star de LinkedIn qui s'appelle Jean-Pascal Mollet, qui est un spécialiste du développement commercial. Il a plus de 100 000 followers sur son profil LinkedIn et il viendra nous parler. J'adore le sujet. Je vais juste vous faire le teasing. Comment être sympathique en 20 secondes. Voilà, ça sera le. Franchement, ne ratez pas cet événement. Il a gentiment accepté. C'est quelqu'un qui est très, très pris. Donc, ça, c'est Jean-Pascal qu'on recevra le mois prochain. On vous confirmera la date avec Sylvie, bien évidemment. Le mois d'après, on a une autre star de LinkedIn qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà Thibaut Bussereau, qui est un spécialiste, lui, de la prospection par téléphone. Et donc, je trouvais assez incroyable qu'en temps de confinement, on parle que de digital, de faire venir quelqu'un qui, de par sa propre expérience et avec ses clients, ont des résultats, franchement, qui sont assez incroyables sur la prospection téléphonique. Et donc, on aura un atelier sur le sujet, pour le coup, au mois de mai. Et enfin, fin juin, avec Frédéric Ongaro, on parlera plus de psychologie et de performance commerciale, avec notamment toutes les techniques liées autour du nudge, N-U-D-G-E. Quel est ce terme barbare? Je ne vous en dis pas plus. Là aussi, on va rentrer dans le cerveau de vos prospects au mois de juin avec Frédéric. Donc, du coup, on se fait plaisir sur la fin du semestre en faisant intervenir des experts qu'on n'aurait pas forcément sous la main en temps normal. On en profite. Avant de passer la parole à Marc, Sylvie, est-ce que tu veux nous dire un mot sur l'actualité de l'UPE 13, s'il te plaît? Oui, alors peut-être parler d'animation à l'UPE 13. Donc, comme vous le voyez, effectivement, nous maintenons notre animation et sous forme de webinaire. Donc, le club performance commerciale, évidemment, là, Olivier vient de vous annoncer les prochains thèmes. N'oubliez pas également que nous avons des Smart Business. Alors, ce soir, c'est Olivier aussi qui anime les Smart Business. Donc, rendez-vous ce soir à 18h en visio. Si vous souhaitez présenter votre activité, continuer un petit peu à développer votre réseau, et je crois que plus que jamais en cette période, c'est très important. Donc, vous pouvez aussi vous connecter ce soir. Le club management également a lieu tous les mois. Donc, le 31 mars, nous allons parler de management à distance. Et oui, effectivement, en cette période, c'est important encore de continuer à manager et savoir manager les équipes à distance. Donc, le club sera animé par Tony Biro. Voilà. À côté de cela, vous avez également des pitchs de l'UPE 13. Donc, pour ceux, là, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas adhérents chez nous. Alors, je suppose qu'il y en a certains qui sont connectés. Donc, n'hésitez pas, une fois par mois, à plusieurs voix, on vous présente l'UPE 13, qui on est, à quoi ça sert et comment faire pour venir nous rejoindre. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous liker. Je crois qu'on a 6 000 abonnés maintenant sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Suivez bien la page de l'UP. Sur le site, dans la rubrique agenda, vous retrouverez nos prochains événements également. Bon, écoutez, l'UP, après, je ne vais pas en parler plus longtemps, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de l'animation. Il faut dire qu'au quotidien, on est là aussi pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à contacter nos juristes. J'insiste vraiment là-dessus. Vous avez une question, que ce soit dans tous les domaines du droit, n'hésitez pas à contacter notre ligne conseil ou à vous rapprocher de toutes les collaboratrices de l'UPE 13 parce que vous savez que nous sommes présents sur tout le territoire. À Marseille, vous avez Christine Passaquet qui est d'ailleurs connectée. Vous avez Vanessa qui est à Aix-en-Provence. Vous avez Céline sur Étang-de-Berre et vous avez Laurence sur Arles. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de votre équipe, enfin de toutes les collaboratrices de l'UPE 13 en territoire. Et puis, voilà, nous avons également des groupes de travail que nous avons lancés sous la présidence de monsieur Moaté, qui est le vice-président de la Caisse d'épargne pour accompagner aussi les entreprises dans cette période difficile. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. Et puis, vous pouvez également rejoindre des fils WhatsApp. Oui. Parce qu'il y a des fils WhatsApp par territoire, Sylvie, qui fonctionnent très bien.
où vous avez accès à de l'information pour le coup utile et à jour quasiment en temps réel sur tout ce qui se passe, bien évidemment, par rapport à l'actualité. Et Dieu sait qu'elle est chargée depuis maintenant un moment. Voilà, on va démarrer le club. Je vois Marc qui sourit, qui est dans le starting block. Alors Marc, je suis vraiment, vraiment heureux que tu aies consacré, que tu nous consacres un peu de ton temps dont on sait qu'il est précieux en cette période qui est très chargée pour toi. Alors au-delà des relations amicales qui nous unissent, tu étais déjà intervenu au club de la performance commerciale il y a maintenant 4 ou 5 ans à l'époque où, avec Eric Baronne, vous aviez fait ce record incroyable de vitesse sur les pentes de Vars, si je ne m'abuse, en vélo. Et donc, voilà, donc tu t'étais venu gentiment sur Aix et Marseille partager tes exploits. Et donc aujourd'hui, tu reviens parmi nous. Un grand merci de ta présence. Je vais te laisser la parole, te laisser te présenter et de nous parler de ce projet, on va dire, fou sur lequel tu t'es encore lancé. Rien que, rien que de l'entendre à nouveau, j'y crois pas, comme on dit chez nous, mais bon, tu vas partager tout ça avec nous. On va essayer de partager ça. Est-ce que vous m'entendez correctement là? Très bien. Ok, Très bien. super. N'hésitez pas, Marc, avant que tu démarres, sentez-vous libre de poser des questions. Vous avez le chat. Donc, pendant que Marc intervient, moi, je surveille le chat, bien évidemment. Et donc, je me permettrai de te couper la parole, Marc, le cas échéant, si tant est qu'on ait des questions. Je te propose, Olivier, pour faire les choses bien, je vais dérouler toute la présentation pour être bien embarqué dans l'histoire et dans les images que vous allez voir. Vous allez revoir des choses du passé, des choses du futur. Et après, j'essaie de faire quelque chose de court, de compact, donc ça va aller vite. Tant qu'à faire, autant aller vite, hein. On est dans le monde de la vitesse et de toutes ces choses-là. On est dans une période de Covid qui est difficile, qui est longue, mais il faut aller vite, être agile. Donc, on va essayer de faire quelque chose de compact et puissant. Tu récupères les questions et puis ensuite, on débriefe ensemble et on aura des questions aussi ouvertes sur la fin de la session. Donc, on va essayer d'être efficace. Si vous êtes tous OK pour ça, on va partir. Et s'il y a des problèmes de qualité de son ou d'image, tu me fais signe, Olivier ou Sylvie, pour ralentir ou faire ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, est-ce que l'écran apparaît correctement? Parfait. Super. Donc on va parler de nos rêves d'épanouissement à tous et puis aux organisations. Le monde d'aujourd'hui, avec le Covid, ressemble un peu à ça. On connaît tous la mer, là, autour de la table. Et vous voyez cette planche qui part au loin, qui se fait arracher par la tempête. On est au milieu, là, du détroit de Gibraltar. Et pourtant, celui qui est sur cette planche, ou qui était sur cette planche il y a quelques secondes, est un grand champion. C'est le Français le plus titré, avec 25 titres de champion du monde. C'est le recordman actuel de vitesse, avec près de 100 km/h sur sa planche. Et regardez ce qui lui arrive. C'est une belle métaphore de notre société d'aujourd'hui et de nos organisations actuelles. Dans ce monde d'aujourd'hui, en fait, on est vite dans un environnement de chaos. On ne peut pas on ne maîtrise pas la situation. Pourtant, on voudrait bien maîtriser cette situation, aussi complexe soit-elle. Et la période de 2020 avec le Covid nous a amené une situation qui sort complètement des normes, complètement nous impacte sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et pourtant, il y a des choses à faire. On est dans le chaos. Là, on voit Antoine qui se bat avec sa planche. Il est au milieu du détroit de Gibraltar. Sous l'eau, il y a des petites bestioles qui se promènent aussi. Et il a une grande voile. Il est en difficulté. Mais la nature est bien faite. Bien qu'on soit en situation difficile, on a du vent, on a une voile. On ne maîtrise pas la situation, mais on essaie d'en faire quelque chose. On a un flotteur qui va peut-être nous permettre de changer notre perception de l'environnement. Et on va utiliser ce vent. On va essayer d'utiliser ce flotteur, monter sur la planche, changer notre perspective. On est en fait en train d'innover. On utilise du matériel qui était pourtant difficile à maîtriser. Et petit à petit, on prend confiance. Notre innovation, on l'améliore, on prend de la vitesse. On regarde autour de nous. La situation a déjà évolué. On n'est plus dans ce chaos. On est déjà moteur. On commence à influencer notre environnement. On prend de la vitesse, on observe.
on affine notre innovation avec des petits réglages. On s'adapte. Et notre environnement, pourtant le même, commence à changer. On prend de la vitesse, on prend de la confiance. On va commencer à avoir du recul sur les événements. On va pouvoir observer les problèmes, ces vagues qui déferlent au bord de la plage, qui sont des vrais pièges. Et on est agile, on est efficace, on est rapide. Là, on se déplace à près de 90 km/h sur l'eau, alors qu'on était en difficulté il y a quelques minutes. Et on trouve une forme d'harmonie, de performance, de plaisir aussi. Ce n'est pas juste le travail de soi, c'est le travail de toute une équipe, tout un environnement qui nous permet d'être efficace dans ce qu'on fait, performant. Et quelques minutes, on ne maîtrisait pas grand-chose et pourtant, on revient au bord, on a presque du nouveau matériel, on a changé, on a influencé notre environnement et on a pris du plaisir. Beaucoup de plaisir. Merci Antoine. Donc voilà l'univers d'Antoine, la vitesse, le slalom, un gars qui est capé. Et c'est une belle image, cette vidéo, que ce que l'on traverse aujourd'hui avec tout l'espoir que ça nous laisse. La tempête et le chaos peut laisser place à l'harmonie et de beaux jours dans l'avenir. Je voudrais partager cette phrase parce qu'elle a beaucoup de sens aujourd'hui. René Char, cher poète, 1950, nous disait « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Cette phrase, impact, c'est celle qui nous permet de dessiner le futur. Enfant, de mon côté, j'étais littéralement envahi par mes émotions. Je vivais avec ces émotions en permanence, cela remplissait mes journées, mes rêves. Un simple regard peut me rendre joyeux, mais un mot me blessait à jamais. Et cette perception fine de ce qui m'entoure devient rapidement une faiblesse dans le regard des autres. Alors je me transforme, je m'endurcis, je deviens une vraie machine, je deviens un ingénieur. Puisque ce que j'aime dans le mot ingénieur, c'est ingénieux, trouver des solutions, quelle que soit la situation. On est là à La Ciotat, sur un grand yacht où il a fallu inventer des solutions techniques. On est ici en Afrique du Sud, où il faut trouver des solutions sur des gens qui n'ont absolument aucune idée de comment faire. Et pourtant, il va falloir le faire. C'est mon univers, c'est mon quotidien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous embarquer dans 3 phases. La première, c'est de prendre conscience de l'impasse qu'est la performance pure. La deuxième, c'est je vais vous proposer un nouveau postulat. Et enfin, vous faire découvrir le projet Zéphyr dont parlait Olivier tout à l'heure. Alors, cette impasse de la performance pure. Aujourd'hui, dans notre monde, on veut aller vite. On veut aller très très vite. Ici, avec Eric, le projet, c'est de battre des records du monde de vitesse en vélo sur une pente qui est absolument incroyable à Vars, la piste de kilomètres lancés. Voilà notre vision. Voilà ce qu'on veut faire dans les années 2010. 220 km/h sur un vélo. Et pour ça, il faut tout construire, tout réinventer. On part de la feuille blanche, on design, on définit ce vélo qui va faire corps avec Eric. Ils vont faire qu'un, une machine, un homme et une machine qui sont ensemble. Voilà la bête, c'est fait pour battre des records. Et quand on met Eric dessus, à 45 degrés, voilà ce que ça donne. Pourtant, quand on manage des projets, je suis le project leader du projet, je suis en charge de tout ça. Et pourtant, parfois on est bloqué, c'est même dangereux.
Tout est prêt, des années de travail, et peut-être qu'on ne va même pas pouvoir descendre cette année-là. C'est l'univers du projet. Et j'ai des clés à partager avec vous. 3 clés. La première, c'est que l'engagement, ce n'est pas seulement celui de vos collaborateurs, pas seulement des personnes qui bossent avec nous, qui bossent pour nous dans notre équipe, c'est aussi soi-même, un engagement total. Tout change. Quand on influence notre environnement, comme on l'a vu tout à l'heure, on est soi-même remis en question. On doit se remettre en question. L'écosystème évolue. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que l'important est dans les détails. C'est le détail qu'on va être capable de capter qui va faire le gain ou la perte de demain. Particulièrement aujourd'hui dans cette période, tous les détails sont extrêmement importants à percevoir. Et la troisième clé pour un manager, pour quelqu'un qui est, quelle que soit sa responsabilité, qu'il soit chef d'entreprise, responsable commercial, qu'il ait une équipe ou qu'il soit seul dans son propre projet, c'est de savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire stop. On y est, tentative de record du monde 2015. Le vent souffle, c'est la tempête, il faut prendre la décision de partir. Elle est difficile, mais on la prend. Objectif, 222 km/h, qui date de 15 ans en arrière, en 2000. La pente est de glace, 45 degrés, on est en crampon, me voilà, en train de m'arnacher. Tout est rodé, tout est calé. Rien ne doit être laissé au hasard. La piste est bosselée en haut de pente. Il y a toute une stratégie avec Eric. On y est. Un petit kilomètre. 3 ans. Performance sur le rasoir. Des émotions. Voilà la machine, je pleure comme un gosse. On aura 10 millions de vues sur YouTube, si ce n'est pas une vingtaine, si on cumule tous les supports. Et c'est un succès à risque. On y va, on y est, c'est de la performance pure, on pousse tous les curseurs techniques pour y être. Et pourtant, quand vous voyez cette tête, je suis exténué, vraiment exténué. On est tous exténués. Dans ce monde d'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Dans nos projets, dans nos entreprises, la société fait tout en accéléré. Pas de répit. Même pas le temps de célébrer. Tout doit se faire vite, parfois mal. Parfois mal. Nous sommes en 2000. Comme j'ai fait en 2000, c'est du haut de gamme, même 13 ans après. Les personnes qui étaient le long de la piste, qui entendaient le vélo passer, ils avaient tous l'impression que c'était un avion d'action qui passait. C'est tout juste si on y croyait au chrono. 222,222. Le seul problème, c'est quand tu passes la barre des 200, la seule chose que tu as envie de faire quand tu arrives en bas, c'est de remonter et d'aller plus. Et en 2002, je n'ai pas réalisé à quel point il avait échappé à la mort. Eric, ça est sorti, mais c'est la performance pure. On a poussé tous les curseurs trop loin, on a pris des décisions qu'on n'aurait jamais dû prendre en conscience. Alors, je vais vous proposer un petit exercice de respiration. On est perturbé là, avec ce qu'on vient de voir, ces émotions, ça nous chamboule. Et
L'être humain a une puissance incroyable avec sa respiration. Je vous propose de faire la chose suivante. Posez, les yeux fermés, simplement inspirez par le nez et le ventre. Inspirez par le nez et le ventre et soufflez par la bouche, tranquillement. Et on respire comme ça, tranquillement, posé. Inspirez par le ventre en posant votre main, en mettant la langue sur le palais. Ça nous aide à respirer par le ventre. On inspire et on expire. Je vous demande d'être au calme, d'écouter votre environnement et être à l'écoute des sons. En respirant comme ça, c'est extrêmement puissant. En fait, on apaise notre activité cérébrale. On revient à des choses simples. On perçoit mieux ce qui nous entoure. Vous devez le sentir, même sur une petite minute comme ça. C'est extrêmement puissant. Et ça nous permet de nous projeter dans autre chose. Ce que j'appelle ce nouveau postulat, le nouveau paradigme. Il s'agit de parler d'ultra-performance et d'épanouissement humain, par l'épanouissement humain. Cette notion-là, c'est d'abord de connecter chaque personne à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de ressentir l'autre, de s'ouvrir à l'autre. C'est aussi collectivement de créer cette dynamique humaine. L'ultra-performance a deux dimensions. La dimension technique, c'est-à-dire qu'on continue à être dans cette logique de performance comme on vient de le voir, on pousse tous les curseurs techniques au maximum, on va chercher les meilleurs experts de la planète, on va chercher les meilleurs chacun dans son domaine, on fait progresser les gens, on va les accompagner techniquement. À côté de ça, c'est la dimension humaine. Combien on va pousser justement sur la capacité de se relier à l'autre. Je voudrais pour ça partager un retour d'expérience. J'ai eu la chance de passer il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, du temps en Inde avec le Dalai Lama et Sandon Rinpoche, son bras droit, l'ancien premier ministre du Tibet. Et ce que j'ai retenu de ces entrevues, et en particulier avec le Dalai Lama, c'est qu'une personne va peut-être vous blesser, mais au fond, elle a ses bonnes raisons. Et aujourd'hui, notre société, notre mind, notre esprit va juger instantanément la personne, alors que peut-être que cette personne-là qui nous a blessés émotionnellement ou qui nous a peut-être marché sur les pieds dans le métro, peut-être que cette personne-là, en fait, elle a ses bonnes raisons. Peut-être qu'elle-même, elle est en mode survie. Elle est en train d'essayer de s'en sortir. Elle n'est pas forcément dans une logique de vous blesser. Et quand on met de la relativité comme ça dans la relation à l'autre, qu'on s'autorise à être un peu plus à l'écoute, un peu plus vulnérable, mais il se passe quelque chose de magique, c'est que les égos diminuent, on est capable d'avoir du leadership qui varie, moins de conflits, une relation à l'autre qui change, et c'est une sorte de clé. Je voudrais vous partager dans cette logique de nouveaux postulats qui consiste à mettre l'épanouissement humain au centre de nos systèmes. La priorité devient que les personnes grandissent, s'épanouissent dans le système et pas une conséquence de compenser du burn-out, de compenser de la tension. Non, à la base, une personne doit grandir avec le projet, grandir avec l'entreprise. On se reprojette avec une première méthode, Brain Shift. Dans cette méthode, tout à l'heure, on l'a vu, on est dans le chaos. On est au large de Gibraltar avec la planche qui part à 50 mètres, portée par le vent. Dans cette première étape, qu'est-ce qui se passe? On va intégrer notre environnement, on va l'observer. J'apprends de ce qu'il y a autour de moi, j'apprends de ma situation, posément, calmement, en respirant. J'ai une vision, mon cerveau crée des connexions, je trouve une forme d'inspiration et je sais qu'il y a une sortie. Il y a une lumière au bout du tunnel. La deuxième étape qu'on a vue, c'est qu'on va influencer notre environnement en innovant. En l'occurrence, on prend notre matériel, on en fait quelque chose. On prend ce qu'on a autour de nous, on en fait quelque chose. On influence notre environnement. Donc, deuxième étape, innover. Trouver un réseau qui nous permet de créer de l'innovation. Trouver des solutions potentielles et ensuite choisir celles qui sont réalisables.
Troisième étape de Brain Shift, je suis dans la phase où je vais performer, je vais pousser les curseurs. Là, on est dans une période qui est particulière où on va grandir avec nos solutions, on va s'engager, on va influencer, on va avoir des résultats qui progressent. On prend confiance. Et cette boucle harmonieuse nous amène vers ces dimensions d'harmonie, de puissance collective. La deuxième méthode que je veux partager avec vous, évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail parce qu'on a peu de temps ensemble, mais c'est Tribes, une méthode qu'on a développée avec des partenaires où on travaille à la fois sur l'individuel et le collectif. Première étape, team, la puissance de l'équipe. La deuxième, la reconnexion à soi-même, aux autres, à notre environnement. Troisième, le I de Tribes, c'est l'inspiration. On va trouver du sens profond à ce que l'on fait. Quatrième dimension, le comportement. En quoi et combien notre comportement individuel et collectif va impacter ce qui est autour de nous et puis ce qu'on est en train de créer. La cinquième, ce sont les émotions. On réintègre la puissance des émotions, la puissance de l'intuition, de la perception de ce qui est autour de nous. Enfin, tout ça, une fois que notre tribe est créé, dans lequel on a vu les égos diminuent, on a cette puissance collective, on va pouvoir adresser des stratégies. Quelque chose qui est efficace, qui est puissant et qu'on a mis en œuvre en fait déjà en 2017 sur ce projet avec Eric, le dernier projet, l'ultime tentative de record du monde de vitesse. C'était en 2017. Voilà la concentration extrême avant le départ. Et ce qu'on a réussi à créer, c'est justement cette forme d'intimité professionnelle. On est proche, on est connectés les uns aux autres. Ça reste une intimité de type professionnel. On n'est pas à se taper la main dans le dos et aller boire des bières. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, on est ouvert à l'autre. On perçoit ses faiblesses, les moments où il n'est pas bien. Et on va être dans une dynamique dans laquelle tout le monde est au service de tout le monde et connecté. Deuxième dimension, on le voit ici, on est sur la piste de kilomètres lancée, c'est de la glace, on descend tous en grappe là, et c'est cette forme d'intelligence collective dans laquelle on a une sorte de réseau qui se crée, où les uns observent les autres, tout le monde sait qu'il peut être en danger, mais il y a cette aide, cette entraide, où tout le monde prend soin de l'autre. Alors, voilà, la tentative, l'ultime record, ça démarre mal la première journée. La piste est instable, elle a bougé. Eric se fait brasser dans tous les sens. On ne passe pas les 220 km/h. Objectif 223. 218 km/h. Hier, vous n'avez peut-être pas vu, mais au premier run, il s'est passé des choses. Ça l'a pas fait. Hein, on était pas vite. Et on sait pourquoi. Et aujourd'hui, on a rectifié le tir. On a fait ce qu'il fallait par rapport à ce qu'on a rencontré comme problématique. Et je vais aller au bout de moi-même. Après, ça le fait pas. Je vais pas refaire demain matin. Ok. De toute façon, ok. C'est aujourd'hui. Donc, tranquille. Voilà, là on y est. Là t'es dans la pente, ok? Le vélo bien équilibré. 3, 2, 1, go! Ça va vite, c'est là. Putain, il a sauté là. Et 227 Non. 227. Pardon? 227. C'était un grand moment puissant, humainement parlant, très puissant.
Et qu'on ne me dise pas que c'est parce que c'est des sports extrêmes, les gens sont motivés, etc. etc. Non. Ici, on a la même énergie, pourtant on est au cœur d'un bâtiment réacteur, en arrêt. Il est 3 heures du matin, ça fait 20 heures qu'on est en train de faire une opération sensible. Et pourtant, il y a la même énergie. C'est la même puissance de l'humain. La même puissance. Et je voudrais partager ce démonstrateur, en fait, ce projet Zéphyr, qui est complètement hors norme, qui a démarré il y a 1 an, justement, avec Antoine Albo, qu'on a vu au tout début de la présentation. Et je suis allé voir Antoine il y a 1 an et je lui ai dit, écoute Antoine, j'ai des idées, je voudrais qu'on fasse des choses, on peut faire de grandes choses tous les deux, mais on ne va pas faire ça tout seul. On était juste tous les deux et le projet a évolué. Le projet s'appelle Zéphyr, avec H-I-R volontairement. Zéphyr, c'est avec un Y, le vent grec, qui est chaud, qui est doux, qui est puissant, mais pas très fort. C'est un vent de la mythologie grecque. Mais à côté de ça, en fait, on l'a transformé parce que pour nous, H-I-R, ça veut dire humanness, aspect humain, l'humanité, and innovation for records. Records, c'est aller plus loin que ce qui a été fait avant. C'est pas forcément des records du monde, c'est aller plus loin. C'est notre philosophie. Dans notre approche, en fait, on remet l'humain au cœur. On veut un humain au grand cœur, et notre priorité, c'est que cet humain s'épanouisse. Pourtant, il y a du monde. Il y a du monde dans notre projet. Et on a des gens partout sur la planète, vous allez le voir dans la vidéo, partout sur la planète. Pourtant, ce sont les meilleurs du monde. Parmi eux, il y en a un qui, demain, Martin Fischer, va démarrer la finale de la Coupe de l'Amérique contre les Néo-Zélandais. Et c'est le designer du bateau Luna Rossa. Donc, pour vous dire le niveau du bonhomme, si vous vous intéressez un petit peu à la voile. Et nous, ben, on met l'humain au centre. On s'appuie sur les technologies, sur toutes ces organisations. Et on veut aller se reconnecter aux éléments. Je vous propose de partager ces images en espérant que cela passe correctement. Pierre, t'es passé sous le pont déjà en planche? Non, première fois. Et ben voilà. Comme toujours avec Antoine, tout est hors norme. Un projet pharaonique, 2,3 millions d'euros de budget et au cœur de l'aventure, un gamin de 14 ans. Le fait que la plupart des gens découvrent ce projet quand ils ont 40, 45 ans, 50 ans, moi je le découvre à 14 ans et ça c'est génial. Il n'en a pas l'air, mais Pierre est une pointure de la planche à voile en France, nommé ambassadeur pour les Jeux de 2024. Antoine Albo voit en lui l'avenir de son sport et l'embarque dans son projet. Ensemble, ils espèrent battre un record mythique, les 121 km/h réalisés par un multicoque en 2012. Tu cherches tes sensations, tu positionnes corps en navigation. Ça va chauffer. Je sens, je vois ce que. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens? Ouais. Voilà. Ça va durer longtemps. Projet Zéphyr, jour 1. Installé à Manicourt, dans les anciens locaux de l'écurie Prost, on démarre les premiers tests en soufflerie. Contrairement à un bateau qui est une vraie machine avec beaucoup de structures, nous, la structure c'est le pilote, c'est le planchiste. Donc lui il a une force limitée et on doit composer avec cette force. Donc c'est comme un oiseau qui est dans la nature. L'objectif c'est d'être le plus fluide possible et optimiser la force qu'il va avoir, la capacité qu'il a à prendre de la force du vent et la transmettre à son engin. Oh, j'adore. C'est marrant, hein. Ah, ça c'est un truc qu'à faire dans sa vie. Dans la pièce voisine, le corps d'Antoine Albo est modélisé en 3D. Une étape supplémentaire dans la quête du record. C'est quelque chose qu'il faut faire si tu veux vraiment avancer, parce que à part avoir le feeling qu'on peut avoir nous-mêmes en navigation, on n'a que ça, mais on n'a aucune donnée, aucune mesure. Et là, on va voir tout ça. On se rend compte que partout l'air arrive sur le corps d'Antoine. Alors on voit où on arrive, il n'est pas trop mal. On regarde, si tu regardes là, en fait, on voit que la fumée se sépare bien autour du corps. Et par contre, on voit tous les tourbillons et la recirculation derrière, ce qui veut dire que là, il y a une perte énorme de charge de trait. On peut gagner beaucoup en travaillant sur une nouvelle conception de vêtements qui fait qu'il va être à la fois efficace dans l'air
et en plus l'aider à naviguer avec plus de puissance. Il y a un énorme potentiel, énorme potentiel. La recherche de la vitesse, c'est l'ADN d'Antoine Albo, l'homme le plus rapide du monde en planche à voile. Le premier a dépassé les 100 km/h, le seul aussi avec 25 titres de champion du monde. Faire la Coupe du Monde pendant 20 ans, 25 ans, au bout d'un moment, c'est un petit peu monotone, quoi. C'est chaque année les mêmes étapes, puis c'est long, il y a beaucoup de stress. Là, tu pars sur un projet qui va te remotiver, qui va être super intéressant, surtout qu'on part vraiment dans l'inconnu aussi. Autour d'Antoine Albo et de Pierre Schmitt, l'équipe Zéphyr, c'est plus de 80 personnes. Des ingénieurs en aéronautique, en informatique, en animation. Des experts que l'on retrouve à Saint-Cyr-l'École en région phase 2 du projet. Avec ce matin, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la soufflerie avec toi. Tu me fais rire, excuse-moi. C'est un super chapeau. Et on va regarder cet après-midi la déformation de la voile et les mouvements d'Antoine. Grâce à cette caméra et au capteur installé sur Antoine et son gréement, le pilote est instantanément modélisé sur écran. Avec tous ces calculs-là, nous, on va pouvoir savoir quel type de voile, quel type de planche il va falloir utiliser pour aller très très vite. Et après, il faudra la modéliser, puis la fabriquer. Et après la tester. Moi, je rentrerai en jeu après ça. Avec le projet Zéphyr, un premier prototype doit voir le jour fin 2021. Un premier record devrait être tenté en 2023. Avec Antoine Albo et Pierre Schmitt, la planche à voile démarre aujourd'hui sa révolution, après 30 ans sans innovation majeure. Alors, où en sommes-nous? Ça passe. Ça fonctionne. Ça y est. En fait, on a, depuis le kick-off officiel en décembre, début décembre, on est passé dans pas mal d'endroits, comme vous pouvez voir. C'est juste une petite section. On a touché 120 millions de personnes, en fait, avec les stats Kantar. Donc, c'est assez énorme. Il y avait 2 500 000 personnes devant ce reportage qu'on vient de voir dimanche dernier. Donc, ça bouge bien et on est juste au début. Donc, vraiment, c'est vraiment en train de décoller de façon très, très chouette. Et tout ça, c'est aussi pour ces petits-là. C'est cette musique-là, d'y aller, de pas reculer face aux difficultés. Et c'est aussi la transmission, comme ici avec Pierre, ce passage de témoin, parce que notre monde de demain, en fait, ce sont eux qui vont y vivre. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de penser à eux. Je voudrais partager cette image avec vous pour conclure. C'est Xavier Cousseau, nous sommes à Vars, champion du monde de descente en monoski. C'est un peu à l'image de notre trajectoire à chacun. À chacun. On est seul sur notre trajectoire, seul sur dans notre vie, et on doit composer avec ça. Mais on n'est pas tout seul. C'est ce qu'on a vu. On n'est pas tout seul. Loin s'en faut. Malgré la difficulté, malgré la tension, malgré l'engagement, on est en équipe. Une équipe qui est à nos côtés, les gens qui nous entourent, et qui sont en fait beaucoup plus bienveillants que ce qu'on imagine, à partir du moment où on s'ouvre à l'autre. Merci pour votre attention. On a fait le tour de ce que je voulais vous présenter avant d'échanger avec Olivier. J'espère que c'est passé à peu près correctement les images, malgré les problèmes de connexion. Oui, Marc. En tout cas, me concernant, c'est bon. Me concernant, la transmission était excellente. Écoute, j'ai pris. Je suis encore un peu sous le coup des émotions parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nouvelles images que j'ai découvertes. Merci Marc pour ce partage. Je vais rebondir sur ta dernière phrase.
on n'est pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Je pense que c'est plus que jamais important d'avoir ça à l'esprit par les temps qui courent. On rencontre beaucoup de personnes qui, par la force des choses, s'isolent. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. À l'UPE 13, au DCF, franchement, sentez-vous libre de revenir vers nous, d'échanger. Moi, je passe énormément de temps. Alors, ok, c'est via un ordinateur, mais je passe beaucoup de temps à aller à créer du lien, à échanger. Et les temps qu'on fait en ce moment, à mon sens, sont fondamentaux pour nous aider tous ensemble à passer cette période qui, vous verrez, d'accord, et prenez-moi au mot, un jour sera un lointain et mauvais souvenir, et ce jour, il va arriver plus vite que prévu. Marc, j'ai plusieurs questions à te poser, et puis si vous en avez, n'hésitez pas, parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Vous avez démarré ce projet il y a 1 an, juste avant entre guillemets, juste avant le les premier événements. On a démarré avec le premier confinement. Qui sont apparus maintenant. Est-ce que, exactement, tu as démarré avec le premier confinement, est-ce que comment tu t'es adapté parce que j'imagine qu'au départ, on est d'accord que le confinement, c'est un événement que personne ne pouvait prévoir. Tu démarres un projet comme ça de grande ampleur. Comment tu t'es adapté et comment tu as réussi finalement à faire, moi c'est ça qui m'intéresse, de cette situation finalement un avantage pour toi et pour votre projet? En fait, il faut savoir que le projet s'est construit 100% en ligne, à part quelques rencontres, en particulier avec Antoine, mais tout s'est construit en ligne. Et encore plus, je dirais que dans la vie normale, hein, quelque part, parce que c'est un mode dégradé, tout a été lié au sens et à la puissance du projet, au-delà de l'aspect record du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un record du monde qui a attiré les gens, c'est la dimension de record du monde, la dimension de repartir de la feuille blanche, de pouvoir faire des prototypes, la dimension intergénérationnelle et cette logique de mêler la technologie poussée à l'extrême et l'humain. Et tout ça, c'est le sens. Et à partir du moment où on trouve du sens dans ce qui est proposé, les personnes adhèrent. Et j'ai eu aucune difficulté en fait à ce que les meilleurs, franchement, ce sont les meilleurs de la planète hein, dans plein de domaines. Et c'est la réalité. Et ces gens-là sont prisés par les plus grands projets, les plus grands défis. Et toutes ces personnes-là ont dit OK, ils sont venus quasiment tout de suite. Parce que c'est ce que je décris là, cette logique d'épanouissement humain au centre de la préoccupation et des systèmes, et pousser toutes les barrières, repousser toutes les barrières technologiques, c'est ce dont on a besoin en fait. C'est ce dont on a besoin parce que ça veut dire aussi qu'on est capable de regarder de façon très objective notre relation à la nature, comment on respecte notre planète, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants. C'est cette dimension aussi universelle un petit peu. Et c'est tout ça qui fait que ça a du sens. Donc ça a été, voilà, les gens vraiment trouvent du sens dans ce projet. Quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, hein, parce qu'on doit avoir 10 nationalités différentes. Donc c'est intéressant aussi, c'est acculturel. Alors j'ai noté également, si tu le permets, c'était mentionné dans les différents reportages que tu as partagés avec nous, que vous êtes en train d'innover dans un secteur qui n'a pas connu d'innovation depuis 30 ans. Et j'entends par là que finalement, je me dis, ben voilà, si on s'en donne la peine, tous à nos modestes niveaux, on est capable d'innover finalement dans nos environnements et dans nos univers respectifs. 30 ans dans un marché sans innovation, et boum, vous arrivez, vous cassez les codes et vous essayez de le faire. Ça, je trouve que c'est encore une fois des signaux extrêmement positifs que tu nous renvoies et qui doivent tous nous inciter, encore une fois, à nos différents niveaux, dans nos différents univers, à aller chercher l'innovation. La période est propice à cela. Exactement, c'est la rupture, en fait, il suffit de la décider. Si on s'en tient à ce qu'on a appris et ce qu'on a dans notre parcours d'éducation, ce que nous apprennent nos parents, sauf si on tombe sur des parents un petit peu spéciaux, mais en gros, le système éducatif, la société, on est sur des choses qui sont toujours incrémentales. On fait des petites évolutions. Donc la planche à voile a évolué comme les voitures. On est passé de 10 litres de consommation à 9 litres 5. Ouais, 9 litres, yeah, 8 litres 5, yeah. Et puis un jour, il y en a un qui est arrivé et qui a inventé la pile à combustible.
Et là, ça change quand même beaucoup de choses. Non, on décide. Après, on se donne les moyens d'aller chercher des disrupteurs, de partir de la feuille blanche, avec toute l'incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un projet dans lequel on cherche d'ailleurs des sponsors. Hein, j'envoie le message, on cherche des sponsors aujourd'hui. Donc, si vous voulez de la grosse com nationale, internationale, vous pouvez nous appeler. C'est vraiment un point important. Mais la disruption, en fait, vient du fait de se mettre dans ces conditions-là. On va changer, on influence notre environnement, comme on l'a vu dans BrainShift, on influence notre environnement et on a chacun la capacité de le faire. C'est qu'une question de décider, de se poser et de se donner les moyens. Quand je dis les moyens, ce n'est pas forcément des moyens financiers, hein, ce sont des moyens du temps, par exemple. Penser à sa stratégie, c'est du temps. On y passe du temps. Donc, c'est ça. Mais merci pour le message. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est mon moteur. J'ai une question, Marc. On te demande quelles sont les compétences des 10 nationalités qui travaillent sur votre projet. Alors, on a dedans des ingénieurs aérodynamiciens ou hydrodynamiciens. On a des gens spécialisés dans des logiciels de calcul extrêmement complexes. On a des spécialistes de l'intelligence artificielle au plus haut niveau. On a des spécialistes de tout ce qui est matériaux, carbone, qui travaillent dans le spatial, l'aéronautique. On a des gens qui viennent de la Formule 1 avec des capteurs, qui équipent la plupart des capteurs de Formule 1, des gens qui équipent beaucoup de bateaux du Vendée Globe, entre autres. On a des designers de bateaux comme Martin Fisher sur la Coupe de l'América. On a des gens du film d'animation qui viennent, donc ça va vous intéresser. On a vu les images, on voit les points de la voile et d'Antoine qui bougent. En fait, ces gens-là sont des gens qui font des blockbusters américains comme Mignon, les Mignons, Moi moche et méchant, des jeux vidéo. Et ces gens-là sont venus pour nous aider et pour explorer des choses jamais faites. Et on a créé des liens entre les aérodynamiciens, les gens du calcul de CFD, donc 3D, et des gens du cinéma. Et on fait des choses qui n'ont jamais été faites. On a digitalisé la voile d'Antoine comme un film d'animation et on observe les déformations comme si on était en temps réel digitalisé sur un ordinateur. C'est un truc de fou. Ça n'a jamais été fait. Même les experts trouvent ça incroyable, mais c'est l'interdisciplinarité. Donc en fait, tous ces gens, toutes ces nationalités sont des gens qui vont croiser leur savoir-faire. Tu as plein de messages. Antoine, c'est l'expert, c'est le champion. Lui, il intervient pour faire son job et il va croiser ses savoirs, son ressenti avec des gens qui vont être dans le calcul, par exemple. Je disais que tu as plein de messages dans le chat qui te remercient, notamment celui de Jean-Marc qui te dit bravo pour ces 2 reportages passionnants, démontrant l'importance de la vie d'équipe pour pouvoir réaliser une performance individuelle, ce qui m'amène à rebondir sur un point dont tu as parlé dans ta présentation, qui est la notion d'engagement, que je partage à 300%. Le monde en standard ne fait pas de cadeaux. Si en plus on n'est pas engagé dans ce que l'on fait, ça devient compliqué. Et tu veux peut-être dire un mot là-dessus, parce que effectivement, c'est une notion qui est importante, en plus dans entre guillemets, la période que l'on vit pour nos entreprises. Moi, je dirais l'engagement, c'est la meilleure illustration de l'engagement, ce sont les 2 petits sur leur petit vélo, là, sur la petite bosse de neige. Ils savent qu'ils ne vont pas mourir, hein, mais ils savent qu'il y a des fortes chances qu'ils tombent. Mais ils y vont. Et l'engagement, c'est ça. Il y a le grand frère, évidemment, qui envoie le petit frère au charbon, mais ils y vont, sous l'œil bienveillant du papa. L'engagement, c'est ça. C'est s'autoriser à y aller. Alors, pas n'importe comment, hein. Il ne faut pas aller en zone de danger. Hein. Vous connaissez bien la zone tout le monde parle de ça en permanence. Hein. On reste que dans la zone de confort, on a la zone de risque, et puis après on a la zone de danger. La zone de danger, nous, dans ce qu'on fait, on peut mourir. Donc, on ne veut pas y aller. On fait tout pour ne pas y aller. En fait, on ne fait qu'étendre notre zone de risque. On ne fait qu'étendre notre maîtrise de cette zone et la rendre plus grande. Donc, c'est exactement la même chose. C'est s'engager en restant dans une zone à risque. Le risque, c'est OK. Le danger, non. Le risque, c'est OK. Et il faut y aller et casser nos verrous qui sont en fait des croyances. Il ne faut pas y aller parce que tu risques d'échouer.
et d'être jugé et mis au pilori de la société. Bon, alors non, je reste chez moi, je ne bouge pas. Bon. On peut y aller, hein, c'est OK. À partir du moment où on n'est pas en zone de danger. Ça, c'est important. Donc, on construit. On construit sa zone, son extension. On construit sa zone de risque. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaiterait dire un mot à Marc ou partager quelque chose avec le reste du groupe? C'est l'occasion, la parole est libre. Si vous le souhaitez, je vous donne la parole. Alors, je vois une question. Quelles applications derrière ces performances? Très simplement, en fait, on peut révolutionner tous les sports de glisse parce qu'on est obligé d'aller pousser la finesse de glisse dans l'air. En fait, on veut se rapprocher d'un oiseau. Comme je disais, l'objectif, c'est que cet engin et le pilote ne fassent qu'un. Ils sont capables d'être en osmose avec les éléments. Donc, ça veut dire qu'on peut se déplacer très vite sans énergie fossile, sans énergie électrique. Et donc, en fait, toutes ces avancées, on travaille avec des gens de la recherche, des gens du CNAM, donc sur des comportements vibratoires à très haute vitesse des ailerons. Donc, c'est extrêmement poussé. On a déjà de la recherche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au plus haut niveau, on est aux limites de la connaissance. Donc, ça fait partie, on parle de quelles sont les applications derrière ces performances. On a potentiellement beaucoup d'applications qui peuvent être commercialisables ou liées à la recherche fondamentale. Donc, si vous avez des questions, allez-y, posez-les avec plaisir. C'était l'objectif aussi d'avoir une présentation courte et dense pour pouvoir échanger, que vous puissiez vous exprimer. Il nous reste quelques minutes. S'il y en a un parmi vous ou une qui souhaite prendre la parole. Je suis Anne Rosier et je suis touchée par vos images parce que j'ai un fils qui est au Vélo Club de la Pomme et qui adore le vélo et je me demandais, vous êtes basé où et comment est financé votre projet? Quelle est votre structure? Moi, je suis basé à Marseille avec mon entreprise, Enginova. Les financements, on a deux types de financements en fait. Des financements qui sont par des partenariats techniques qui font qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va dire l'équivalent peut-être de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être 300 000 euros en fait, d'engagement, en fait, si on avait dû tout payer avec un chéquier. Mais ça nous a coûté peut-être le quart ou le dixième, plutôt même le dixième. Et à côté de ça, en fait, on a besoin on recherche des partenaires actuellement financiers pour avoir un échange entre des personnes qui nous donnent les moyens financiers de faire tout ça et qui en même temps ont une visibilité qui est assez atypique, puisqu'avec ce qu'on est en train de faire, on a une visibilité qui est vraiment massive en fait. Moi, je ne pensais pas qu'on pousse autant, mais c'est assez énorme. Toucher en 2 mois sur un lancement de projet 120, 130 millions de personnes dans les médias internationaux et nationaux, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, on est en pleine phase de recherche d'aide financière. Alors, la période n'est pas propice, mais d'un autre côté, il y a aussi des groupes qui diminuent des gros budgets, des gros investissements en com, et qui du coup, entre guillemets, se rabattent sur des plus petits projets. Donc, un tel tapage médiatique avec aussi peu de budget, je dirais 2,3 millions à peu près, sur 3 ans. Donc, c'est au long cours, c'est dans la durée. Donc, bon, voilà, c'est plutôt bien. On a un bon équilibre là-dessus. Voilà, donc au niveau financement, en gros, et aide. Allez, une dernière question. Je vois quel est le prochain projet. En fait, ce projet-là va durer 3 ans. Donc, en fait, on va battre. Enfin, je dis on va battre parce que c'est tellement évident, mais en fait, on va battre plusieurs records du monde consécutivement jusqu'à aller chercher les records du monde des bateaux. L'objectif, c'est d'aller chercher le record de vitesse absolue à la voile, donc c'est autour des 120 km/h. Donc, ce projet-là, actuellement, ça me suffit pour le moment. Il n'y a pas de prochain projet après le projet avec Antoine. Ça occupe tes journées, Marc. Est-ce que vous prenez des jeunes stagiaires? Alors, on a la recherche de financement, par exemple. On a des stagiaires qui participent, effectivement, qui nous suivent. La difficulté, c'est qu'on a une structure qui est très éclatée sur toute la planète. Donc, en fait, moi, par exemple, je ne peux pas avoir un stagiaire avec moi. Et déjà,
il va péter un câble parce qu'il va passer son temps sur la route à droite, à gauche. Mais Olivier le sait. Mais non, c'est difficile de prendre des stagiaires. Je pense que d'ici 6 mois, on va pouvoir avoir un peu plus d'ouvriers. Mais on en a quand même quelques-uns. On en a 3-4 qui sont impliqués dessus. Donc voilà, en particulier avec l'ingénierie à La Rochelle, là où je suis. Juste une question, Marc, tu parlais également de transmission. On voit dans le reportage, donc il y a un jeune aussi, je ne sais pas si c'est un champion. Comment il s'est retrouvé dans l'aventure? Comment vous l'avez choisi? Alors, le petit quelle est la finalité derrière? Le petit Pierre, en fait, c'est un gamin que connaît Antoine et qui l'accompagne, qui est de l'île de Ré aussi. Et en fait, Antoine et les parents se connaissent bien. Donc, quand je suis venu voir Antoine, on a passé une soirée avec les parents du petit Pierre que je ne connaissais pas pour qu'Antoine ait un avis sur mon projet, ma personne. Et qu'est-ce que tu penses de Marc? Ça a l'air bien, mais il est tellement sollicité pour ce genre de choses qu'il fait très attention, Antoine, c'est normal. Et ce soir-là, il y avait Pierre qui était là avec nous, on a discuté. Et en fait, il incarne le futur. Déjà, il est très bon, hein, il est champion régional, il est au Pôle France, donc c'est un gamin qui est très, très fort déjà. Malgré son petit gabarit, il fait beaucoup de jaloux. Et puis, il est très ouvert, vous l'avez entendu parler, c'est un gamin qui est adorable et qui est top. Et donc, il incarne le futur, il incarne aussi le fait que ce qu'on va développer doit être accessible pour d'autres personnes qu'un champion exceptionnel. Donc, il fait partie de la team de riders. On a 4 personnes capables, plus moi, mais bon, à mon niveau, moi, je vais justement illustrer celui qui est à un petit niveau et qui devra pouvoir évoluer sur des engins comme ça. Mais c'est pour ça que j'apprends le foil, d'ailleurs, c'est passionnant. Mais du coup, il fait partie de l'équipe complètement. Il est intégré. D'accord. Il fait des essais au même titre qu'Antoine et Olivier et Eric. En tout cas, bravo. Écoute, Marc, bravo, oui, c'est super. Hein. Bravo pour ce que vous faites. Vous voyez qu'à Marseille, on sait battre des records du monde. 13 pour essayer de trouver des sponsors. Si vous voulez communiquer, on va essayer, oui. N'hésitez pas à communiquer autour de vous parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Aujourd'hui, le projet, en fait, c'était vraiment ma stratégie, mais je t'en avais parlé, Olivier. Ma stratégie, c'était vraiment de structurer le projet, montrer la puissance médiatique aussi du projet pour pouvoir aller après aborder des personnes et pas dire voilà, j'ai un projet, mais non, là, c'est plus qu'un projet, on est déjà en train de dérouler des étapes clés. Et donc, c'est rassurant aussi pour un apporteur de financement. Donc, c'était la stratégie et je pense qu'elle va payer parce que, par exemple, rien que Stade 2, c'est pas tout le monde qui fait le grand format de Stade 2 comme ça, quoi. Donc, c'est une grosse couverture. Donc, voilà. Donc, diffuser l'information avec grand plaisir et avec ma bénédiction. Je peux poser une question? Oui, si on a encore le temps, c'est l'Ingili de l'UPE13. Comme moi, j'aime tout ce qui est le milieu sportif. Vos défis, vous allez toujours les prendre dans des défis de vitesse ou alors vous pouvez imaginer un jour comme une personne comme Mike Horn aller relever des défis dans quelque chose, une expédition qui est beaucoup plus loin, mais pas dans la vitesse, mais dans l'extrême. Ou est-ce que c'est vraiment un défi? Je prends un temps, je prends un chrono, il faut qu'on dépasse et que ce soit vraiment quelque chose qui est dans le sport de glisse ou… La vitesse, en fait, après l'extrême amène, tout est lié. Et moi, mon univers, c'est la vitesse parce qu'il y a de l'aérodynamique et que ça m'a toujours passionné. Parce qu'on défie les éléments, on défie l'air. Mais après, c'est la même. Moi, je vois ce que fait Mike Horn quand il parle, ça résonne. Je sais ce qu'il dit. Je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait, mais je ressens ce qu'il dit. Donc, tout ce type de projet, c'est le même univers, en fait. Ils ne sont pas du tout dissociés, c'est vraiment le même univers et ça s'applique à l'entreprise, c'est pour ça qu'on peut parler, que je peux vous parler de choses qui sont concrètes pour l'entreprise, même à l'industrie, voilà, ces parallèles sont vraiment très très clairs. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci en tout cas. Écoutez. Voilà, on est dans le timing là, je vous remercie. Merci Sylvie et Olivier pour votre invitation. Merci à tous pour votre présence. Et puis c'était un plaisir de partager. On est là pour partager nos expériences de chacun avec tout le monde. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Je suis très content. Merci à toi. Puis tu nous tiendras au courant de l'avenir du projet. Bien sûr, bien sûr.
C'est accessible sur LinkedIn, on a une chaîne YouTube, plus sur les médias aussi. Donc, non, je pense que vous en entendrez parler, c'est sûr. On va faire encore plus de bruit. C'est promis. Intérêt. Il y a intérêt. Puis nous, on va continuer de liker et commenter tes publications. Avec plaisir. Et relayer. N'hésitez pas. Avec grand plaisir. Merci. Voilà. Merci Marc, merci à tout le monde d'avoir participé à ce club de la performance commerciale. Merci à l'UP, merci au DCF, merci Sylvie. Et on vous donne rendez-vous début avril, mais on vous confirmera la date pour le prochain club avec Jean-Pascal Mollet, notre star des réseaux sociaux, sur comment être sympathique en moins de 20 secondes. Franchement, on va bien se marrer, vous allez voir, c'est assez incroyable. Et puis, vous avez toute la suite du programme des clubs directement sur le site de l'UP dans la rubrique Agenda. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye. À l'après-midi. Ciao tout le monde. Bonne journée. Merci à tous. À très vite. Au revoir.